La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion en compagnie de Johan Rossetto. Nous allons parler du rêve lucide. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Johan Rossetto, bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, nous allons parler du rêve lucide. Pour commencer, d'ailleurs, qu'est-ce qu'un rêve lucide ? Alors, un rêve lucide est exactement comme un rêve qu'on pourrait qualifier de standard, que tout le monde fait tous les jours. Donc, les rêves qu'on passe à peu près un tiers de notre vie à dormir. Et dans cette période-là, il y a la phase de sommeil paradoxal, où ce sont les rêves dont tout le monde peut se souvenir, plus particulièrement quand on est enfant. Et un rêve lucide est un rêve de la même façon où le rêveur prend conscience qu'il est en train de rêver, qu'il réalise vraiment que tout ce qui est autour de lui est la création de son esprit. C'est simplement ça la définition. D'accord. Alors, vous vivez des rêves lucides depuis quand et comment avez-vous apprivoisé le phénomène ? Je ne connaissais rien du tout au rêve lucide il y a un peu plus de 3 ans. Et pour moi, j'étais un très petit rêveur, je ne me rappelais pas de mes rêves et c'était quelque chose de très nébuleux pour moi auquel je n'accordais aucune attention. Et c'était en me promenant sur Internet, j'ai vu un article sur un phénomène isolé des rêves lucides qui est la paralysie du sommeil, on en parlera peut-être un peu plus tard. Oui. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à creuser et à voir qu'il y avait quelque chose qui s'appelait rêve lucide, qu'on pouvait devenir conscient dans un rêve, faire tout ce qu'on voulait et que ça s'apprenait. Et donc en creusant, j'ai trouvé des forums, j'ai rejoint un forum qui est LD for All, c'est Lucid Dreaming for All, donc pour tous, et c'est là-bas que j'ai tout appris avec des communautés qui sont grandissantes de jour en jour, et il y a des guides très bien faits, et ça s'apprend. Alors, comment se déroule un rêve lucide ? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous quand on pratique ce rêve lucide ? Alors un rêve lucide, au début, c'est quelque chose de... On peut dire, on peut tout faire dans un rêve, ce qui est théoriquement possible, seulement dans un rêve lucide, savoir qu'on est en train de rêver ne nous garantit pas automatiquement de réussir à faire tout ce qu'on veut. C'est une chose de réaliser qu'on rêve, mais ensuite il faut réussir à faire ce qu'on veut y faire. Les choses les plus simples à faire dans un rêve sont les mêmes choses qu'en vrai. Par exemple, on peut choisir d'aller à droite ou à gauche. Le réalisme est époustouflant quand on dit lucide et qu'on vraiment on regarde autour de soi, on peut voir tous les détails et on peut aller se promener, marcher à droite, à gauche. Ça demande un certain apprentissage, déjà de contrôler ses émotions, sinon on se réveille. Mais une fois qu'on passe outre de ça, ce qu'on peut aller faire, c'est modifier le rêve et l'influencer. Mais on n'a pas plus de puissance créatrice ou d'influence lors d'un rêve lucide que dans un rêve normal. C'est juste qu'on connaît les règles du jeu. Dans un rêve normal, le rêveur a toujours de l'influence. Prenez par exemple un cauchemar où on se dit je vais me faire attraper, je vais me faire attraper. La prochaine chose qui se produit, c'est qu'on se fait attraper. Ou alors si on s'attend à quelque chose, ça aussi, ça va se produire. Les mécaniques des rêves, ce qui est vraiment ce qui me passionne, c'est il y a différents leviers sur lesquels on peut faire. Il y a donc les peurs, la manifestation dans un cauchemar par exemple. Il y a les attentes. Si on se dit derrière cette porte, il va y avoir, je sais pas, mon père, et ben quand on va l'ouvrir, il y a de grandes chances que ce y soit. Il y a les croyances aussi, les croyances ancrées et profondes qu'on estime vraies. Par exemple, la gravité. Dans un rêve lucide, ça n'a pas de sens. Enfin, dans un rêve tout court, ça n'a pas de sens qu'il y ait la gravité. On n'est pas limité à ça, mais vu que c'est quelque chose qu'on estime être vrai, il va être là. Et donc, pour faire des choses dans les rêves lucides, il faut d'abord prendre conscience de ces différents leviers d'action et après aller jouer dessus. Comme l'exemple du cauchemar, on se disait il va m'attraper, et ça se passe. C'est parce qu'on a vraiment eu ce dialogue interne, cette petite phrase dans notre tête qui dit il va m'attraper. Du coup, à partir de là, si on veut voler, on peut se forcer à penser. Il faut vraiment, c'est un peu de la méta-pensée. Il faut penser à penser. Et c'est par exemple, je sais voler. On peut se le répéter en boucle en essayant de voler. Je sais voler, je sais voler, je sais voler. Et prochaine chose qui se passe, c'est qu'on est en train de voler. Donc à partir de là, énormément de choses sont à faire dans les rêves lucides. Je ne sais pas si beaucoup d'auditeurs auront déjà fait des rêves lucides, mais j'avais vu un chiffre qu'en moyenne, 1 personne sur 2 reconnaît avoir déjà fait un rêve lucide. Alors moi, par exemple, un jour, je rêvais, mais tout en étant présent ici. C'est-à-dire, j'avais allumé la télévision et je regardais le journal, puis d'un seul coup, je suis parti, j'entendais le journal, mais j'étais dans autre chose. Est-ce que c'est justement ça un rêve lucide ?
Autre chose de quelle façon, de quelle manière? Ah ben j'étais dans une autre histoire. Hein. À un moment donné, d'ailleurs, je continuais à entendre le journal de la télé et je me suis retrouvé dans la chambre à côté, mais enfin dans la chambre, dans un rêve. Hein. Et je me disais, il faut que j'aille à la radio, parce que ça va être l'heure. Franchement, il faut que j'y aille. Et j'étais dans une chambre à côté de la mienne et j'étais en train de regarder à droite, à gauche. Et je me souviens, il y avait une porte vitrée qui n'existe pas dans cette chambre. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Mais je me suis dit, il faut absolument que je me lève et que j'aille à la radio. Et alors à ce moment-là, je me suis réveillé dans ma chambre, quoi. Et la télé marchait toujours et j'entendais toujours le journal. Est-ce que c'est pas l'antichambre du rêve lucide? Un petit peu. Si vous entendiez donc la télé dans votre rêve. J'entendais en réel, la télé marchait en réel. Oui. Et dans le rêve, vous l'entendiez? Oui. Oui, voilà. Ouais. C'est parce qu'on peut avoir des bouts du réel qui viennent se mettre dans un rêve. Le meilleur exemple que je puisse trouver, donc le vôtre est déjà très bien, mais c'est par exemple le réveil qui va venir se mettre dans notre rêve. On peut rêver, moi je me rappelle plusieurs fois où c'était la montre d'un camarade de classe qui voulait pas s'arrêter et qui en fait était mon réveil en réalité. Et la lumière aussi peut venir interagir dans le rêve, et même d'autres sensations comme l'odorat. Un des plus vieux écrits donc on peut retrouver en France sur les rêves lucides sont du marquis Hervé de Saint-Denis, qui lui a écrit un livre qui sont les rêves et les moyens de les diriger. Et il demandait à un de ses serviteurs, il s'était entraîné à sentir un parfum souvent, en se conditionnant en se disant qu'il allait rêver, et il a demandé à ses serviteurs, quand il allait dormir, de lui faire sentir ça. Et immédiatement, à ce moment-là, dans le rêve, l'odeur s'est manifestée, associée avec la personne qui avait associé ça, qui était une de ses amantes. Ouais. Mais ça peut vraiment aller dedans. Après, ce n'est pas un rêve lucide en tant que tel. Le rêve lucide est simplement la prise de conscience. Elle ne garantit pas de faire plus de choses. J'ai fait des rêves normaux qui sont bien plus fous que certains rêves lucides. C'est pas la garantie. Mais donc ce que vous avez fait, c'est la manifestation d'une mécanique de rêve normale. Ça pourrait se passer en rêve lucide, comme ça pourrait se passer en rêve banal, entre guillemets. D'accord. Alors vous parliez de la paralysie du sommeil en début d'émission. On pourrait apporter quelques précisions, bien qu'on en a déjà parlé de la paralysie du sommeil dans cette émission, mais comment ça intervient justement dans ce processus de rêve lucide? Et moi, c'est par ça que j'avais commencé, et c'est là où pas mal de gens se retrouvent un petit peu bloqués et se concentrent dessus, parce que ça a l'air d'être plus concret. Mais souvent, c'est une erreur. La paralysie du sommeil, donc qu'est-ce que c'est? C'est lors du sommeil paradoxal, donc lorsque le rêve se produit, le corps se tétanise. C'est un mécanisme d'autodéfense pour nous empêcher de partir en courant alors qu'on est en train de dormir. Et on comprend bien, au point de vue de l'évolution, de pourquoi il y a ça. Et la paralysie du sommeil est une espèce d'état entre l'éveil et le sommeil. Donc on va être dans un rêve, mais suffisamment proche du réveil pour sentir notre corps physique paralysé. Du coup, c'est à ce moment-là que la personne va se retrouver paralysée dans son rêve, souvent dans un scénario qui est celui de sa chambre. Donc ça peut être assez perturbant pour les personnes, car ça fait peur, on se sent paralysé, on veut bouger et tout. Et en plus, vu que c'est un rêve, il peut commencer à y avoir des manifestations, comme dans n'importe quel rêve. Si on commence à se dire « Ah, j'ai peur, je suis paralysé », comme ce qu'on disait tout à l'heure, les attentes vont se concrétiser par le rêve. Donc ça peut être une expérience qui est mal vécue par les personnes qui ne le connaissent pas de base. Et moi, le premier post que j'avais vu, c'était comment provoquer la paralysie du sommeil. Et il disait qu'après, on pouvait contrôler les hallucinations, qui est en fait un rêve lucide. Et il donne quelques techniques comme ça, et moi je les préconise pas parce que déjà beaucoup de personnes essayent de le faire en allant se coucher, alors que c'est pas possible, ça ne marchera pas en allant se coucher, parce qu'il faut être dans le sommeil paradoxal et à la fin de la phase de sommeil. Donc quand on va se coucher, on doit d'abord passer par sommeil léger, sommeil lourd, etc. Et donc ça se fait uniquement si on s'est réveillé pendant la nuit. Ensuite, quand on retourne se coucher, du coup il faut être dans la bonne phase, ça peut prendre un petit peu de temps à arriver. Et ça peut permettre, c'est vrai, en effet, si on ne bouge pas, mais il suffit pas de juste bouger, c'est une espèce de relaxation attentive, parce qu'il faut quand même que le corps s'endorme et la conscience aussi d'un certain côté. C'est pas juste se relaxer le corps, il faut garder une espèce d'attention passive. J'ai vu des exemples, par exemple, se concentrer sur une partie de notre corps ou sur des sensations ou compter. Et ça peut permettre, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de faire des rêves lucides, parce que c'est vraiment une expérience incroyable. On sent son corps s'endormir et on sent de manière continue le passage de l'éveil jusqu'au sommeil, et jusqu'à commencer à voir des couleurs, des images et être vraiment dans un rêve. Mais je le déconseille aux débutants et même moi-même, parce que
déjà c'est quelque chose qui peut être un petit peu frustrant, c'est pas tant facile à faire. Et c'est vraiment pas une majorité des rêves lucides que ça peut apporter, c'est pas la technique la plus fiable. Pour moi, c'est plus celles qui sont passives et qui nous amèneront des rêves lucides. Il y a deux grandes familles pour faire les rêves lucides. Ce dont on est en train de parler là, ce sont les WILD, les Wake Induced Lucid Dream, donc un rêve lucide induit depuis l'état d'éveil, donc en passant par la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil n'est pas forcément ressentie lors d'un WILD. C'est pour ça que beaucoup de gens se concentrent sur cette envie d'être paralysé, mais la finalité n'est pas d'être paralysé. Et du coup, certaines personnes arrivent à aller jusqu'à cet état et se concentrent juste sur ça et ne savent pas quoi faire après. Le but, c'est juste un symptôme de l'endormissement, mais il faut le prendre en tant que tel et ne pas le rechercher en entier. Moi, personnellement, je ne le sens que très brièvement ou peu quand ça m'est arrivé. Et donc, il y a les WILD et les DILD, qui sont les Dream Induced Lucid Dream, qui sont ceux depuis un rêve, une prise de conscience depuis un rêve. Par exemple, on voit un dragon dans sa salle de classe, on se dit, ce n'est pas normal de voir un dragon, je rêve, je dois donc rêver. Mais oui, la paralysie du sommeil, après, c'est un mot que certaines personnes souffrent, parce qu'ils ne connaissent soit pas bien, et puis j'imagine que c'est toujours désagréable, mais c'est une porte. Si un auditeur en est en proie ou n'importe qui, je rencontre régulièrement des gens qui le font et j'essaye de les aider en leur donnant des techniques pour justement passer du côté rêve. Parce que, donc, comme on disait, une paralysie du sommeil, c'est un petit peu un entre-deux. C'est une espèce d'état hybride entre le rêve et la réalité. Et le fait de se concentrer sur son corps physique, ça ne nous permet pas de plutôt basculer du côté rêve. On se concentre sur quelque chose de physique qui est réel et qui est la réalité physique de notre corps. Du coup, il faut plus se détendre, se laisser aller et ne pas essayer de bouger physiquement. Par exemple, essayer de s'imaginer glisser sur le côté de son lit. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est traverser mon lit. Où ça m'est venu comme ça, c'est où je sens mon drap se détendre, ça se bombe jusqu'à ce qu'il casse. Et à ce moment-là, je suis dans le rêve. C'est sous cette forme-là que prend la transition. On marque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Johan Rossetto. Nous parlons du rêve lucide. Quelle est la meilleure technique? S'il y a une technique, une meilleure technique, peut-être que chacun a une technique particulière, mais quelle serait la meilleure technique pour basculer dans le rêve lucide? Pour faire un rêve lucide, oui. De manière générale. Oui. Alors, en effet, vous faites bien de le dire, il y a chacun un petit peu sa technique, c'est ce qu'on peut voir sur les forums, et après il y en a qui sont plus ou moins reconnus de fonctionner. Moi, j'en reconnais une. Alors, c'est un ensemble de techniques qui vont nous amener des rêves lucides. Il y a des techniques, il y a des choses qu'on dirait plutôt, des techniques plutôt passives, techniques plutôt actives. Alors, pour faire un petit peu, c'est un vaste sujet, il y a beaucoup de ressources sur Internet, mais je vais essayer d'expliquer un mode de vie, une habitude, à quoi ressemblerait la journée d'un rêveur lucide s'il veut en faire. Donc, il faut avoir un carnet de rêves et il faut noter ses rêves. Pourquoi? Pour s'en rappeler de plus en plus. Beaucoup de gens me disent, mais je ne rêve pas, alors que c'est faux. Tout le monde rêve. On passe en moyenne 8 ans à rêver dans une vie. Et c'est juste qu'on l'oublie très facilement. Moi-même, si j'arrête de noter mes rêves, j'en viens très vite à les oublier. Du coup, il faut que ce soit une envie, au-delà de juste faire des rêves lucides, déjà de réincorporer les rêves dans notre conscience. Et le fait d'acheter un carnet et de les noter, ça envoie un message fort à la subconscient et à notre cerveau, c'est lui dire « Ok, les rêves sont quelque chose qui m'intéresse, on s'en rappelle maintenant. » Et une fois qu'on se rappelle bien de ses rêves, du coup, on est plus habitué à nos rêves, on en a plus de souvenirs, et donc on est plus à même à reconnaître quand on est dans un. Parce que c'est bien ça la finalité, c'est de reconnaître qu'on est dans un rêve quand on est dans un. Du coup, si on note ses rêves, on va s'en rappeler de plus en plus, être habitué à leur texture, à leur thème récurrent, et un petit peu aux mécaniques qui les régissent. Et donc rien qu'avec ça, on peut faire des rêves lucides juste en faisant ça. C'était à ça que se résumait la technique du marquis Hervé de Saint-Denis. Lui, il notait juste, et en 2 mois à peu près, il avait fait son premier rêve lucide, je crois. Alors moi, quelquefois, je confonds le rêve tout court, avec la réalité d'aujourd'hui, enfin du moment. C'est-à-dire que je me dis, au fait, ça, je l'ai rêvé? Ou alors ça existe vraiment? Ah oui.
Et oui, je vois bien, mais ça peut être très très réaliste quand on est dans un rêve. Mais vous voulez dire en étant éveillé, se dire mais est-ce que je l'ai rêvé? Ah oui, oui. Et oui, ça m'arrive aussi. Oui, parce que Des choses où on voit quelque chose et on se dit mais une minute, est-ce que je l'ai rêvé? Oui, c'est ça. Est-ce que c'était vrai? C'est vrai que ça peut être, c'est très réaliste. C'est un auteur que j'aime beaucoup qui dit les rêves sont vrais tant qu'ils durent. Et est-ce qu'on ne peut pas en dire autant de la vie? Exactement. Et donc tant qu'on est dedans, c'est notre réalité. On a des sensations, on a tout, et c'est aussi convaincant que possible en fait, puisque c'est notre subconscient qui nous renvoie ce qu'on pense profondément de à quoi ressemble un oiseau, ou je ne sais pas, de ce que ça fait de marcher pieds nus dans l'herbe. Forcément, on va en être convaincu et se laisser berner, puisque c'est nous-mêmes qui nous disons ce qu'on sait déjà, qu'on croit. Du coup, c'est pour ça que c'est pas si facile et pas si naturel de se rendre compte qu'on rêve. Mais on peut dire que le rêve, c'est une réalité, de toute façon. Ah oui, le rêve est une réalité, oui. C'est une réalité subjective, qui est celle de chacun, mais oui, pour moi, c'est une réalité. Certains intervenants nous disaient à ce micro que le rêve lucide est l'ouverture vers le voyage astral. Qu'en pensez-vous? C'est intéressant. Personnellement, je ne vois pas bien... Le voyage astral, je n'estime pas en avoir vécu, parce que je pense que ça reste des rêves tout court. Je dirais pas que je n'y crois pas, mais pour moi, ça reste des rêves tout court. Avec tous les rêves que j'ai vus et les rêves lucides que j'ai faits, j'ai vu à quel point ça peut être réaliste. Alors je ne sais pas bien sur quoi on se base pour dire que ça va faire la différence entre un rêve lucide et un voyage astral. Parce que je suis déjà sorti de mon lit, dans ma maison reproduit à la perfection, mais toujours, il y a ce n'est pas le monde réel. Si je comprends bien, un voyage astral, eh bien le détachement de la conscience pour aller se promener, promener sa conscience. Alors, pour avoir fait beaucoup d'émissions avec des voyageurs astro, ils nous disent que quand ils sortent de leur corps, ils se voient vraiment sur le lit, peuvent aller voir ce que le voisin fait, etc. Et puis ils peuvent revenir après, rentrer dans leur corps et vérifier. Déjà, c'est la base, hein. D'accord. Et en vérifiant, je n'ai jamais eu d'expérience comme ça. Que j'essaye. Oui, justement, parce que finalement, je sais plus avec qui j'avais fait une émission, un intervenant, je sais plus si c'est Mark O'Byrne ou quelqu'un d'autre, un physicien en sciences quantiques, je crois, qui nous disait que finalement, le rêve était une réalité et que c'était la porte du voyage astral. D'accord, qu'on pourrait passer par ça. Oui, absolument. Oui. Faudrait avoir s'il y a des choses en plus à faire, du coup, pour pouvoir passer de ce côté-là. Mais parce que moi, j'ai déjà vu mon corps en train de dormir ou des choses comme ça. Mais après, vu que j'arrivais à avoir une influence sur mon environnement, j'en ai conclu que ça restait ma réalité subjective parce que tout n'était pas reproduit à la perfection. C'est vrai que j'ai pas eu cette expérience-là. Peut-être qu'en ayant la volonté de le faire, ça pourrait marcher. Mark O'Byrne nous disait qu'il y avait l'astral tangible, c'est-à-dire comme ici on est dans une vie physique tangible, et après il y avait les formes pensées. Et quand il était en état de décorporation, vous voyez des personnages plus réels que réels, quoi. Et pour savoir s'il était dans l'astral tangible, c'est-à-dire construit par les autres personnages qui se trouvent dans l'astral, il disait « je te dissous ». C'est-à-dire quand il voyait un personnage, « je te dissous ». Et si l'image, la forme pensée restait, c'est qu'il était dans l'astral tangible. Au contraire, si ce personnage disparaissait, c'est que c'était une forme pensée. Donc une forme pensée rejoint le rêve. Oui, c'est ce que je comprendrais du coup sur ça. C'est pas mal. Après, j'ai eu beaucoup d'expérience sur les personnages de rêve et sur le contrôle qu'on peut en avoir dessus. Et ce type d'action de je te dissous, j'ai déjà eu des fois où ça marche, des fois où ça marche pas. C'est vraiment complexe au niveau des pouvoirs dans les rêves. On peut se retrouver face à des personnages qui sont plus conscients que nous. On peut avoir des personnages qui, limite, ils s'attendaient à ce qu'on devienne conscient. Ou alors, j'ai eu des personnages qui sont venus moi-même me dire que j'étais en train de rêver, alors que je ne le savais pas, mais c'est un autre personnage qui, lui, en avait conscience, est venu me voir et m'a dit « tu es en train de rêver, viens avec moi » ou des choses comme ça. Et c'est assez incroyable, c'est vrai que ça donne envie de croire à quelque chose de plus grand, mais vu que j'ai toujours vu que j'avais une influence dessus, j'ai toujours estimé que c'était mon propre rêve personnel. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'astral tangible, du coup, et d'imager, Donc il y en a un qui rejoint vraiment le rêve, et l'autre qui serait un monde commun, du coup. Oui, mais ça marche ensemble, en fait. Ça marche ensemble. C'est-à-dire, quand on part dans le rêve, selon certaines personnes qui pratiquent le voyage astral, ils nous disent que le rêve, ce sont que des formes pensées qui nous appartiennent. Mais pour rejoindre cet astral tangible, il faut en être conscient. Déjà, il faut être conscient qu'on est en décorporation.
Et à ce moment-là, il faut chasser toutes nos formes pensées, donc chasser le rêve pour rentrer vraiment dans le véritable astral. Ça me paraît pas évident à faire. Enfin, je vois pas bien sous quelle forme on passe d'un rêve, sous forme d'une porte ou faire le noir complet pour arriver autre part. Mais après, c'est un petit peu une question de... Enfin, j'arrive peu à imaginer. Peut-être que je n'y crois pas totalement parce que je ne l'ai pas expérimenté. Mais quand j'ai vu la puissance de notre cerveau, je me suis dit ça pourrait très bien être un rêve tout le temps. Mais reste à expérimenter. Il faudrait que je me renseigne un petit peu, voir comment faire. Au moins essayer, de voir comment ça se fait. La sortie astrale s'apparente quand même quelque part aux expérimentateurs de NDE. Oui. Hein, eux, quand je les ai au téléphone, ils me disent « Ah non, là c'est réel, c'est pas un rêve. » Alors ils me précisent bien, c'est pas un rêve. Attention, on est dans une réalité. Donc, tout ça, ça fonctionne plus ou moins ensemble. Mark Oburn me disait « Il faut travailler. Il faut prendre conscience et travailler. » C'est intéressant. Mais après, je me dis, un rêve, on croit toujours qu'il est réel quand il se produit. On croit toujours qu'il est réel, c'est seulement au réveil où on se dit que c'était faux. Mais alors c'est vrai que si on fait un rêve et qu'on se voit sur son lit, je serais tenté de croire que c'est bien mon corps et si je ne prends pas conscience. Mais c'est vrai que je peux pas être certain et il y en a tellement des expériences comme ça qui se recoupent et des témoignages que moi ça me perturbe. J'aimerais bien savoir s'il y a un fondement là-dessus et l'expérimenter moi-même. Bon, j'ai pas envie de me rapprocher de la mort pour essayer. Non. Mais il y a l'Institut Monroe, l'Institut Monroe, Robert Monroe vivait une double vie, une vie ici physique avec femme et enfants, et idem de l'autre côté dans le monde astral. Bon, alors oui, voilà. Mais il y a plein de choses à découvrir. Bon, Mark Oburn aussi en parle beaucoup, puisqu'il voyage dans l'astral depuis l'âge de 7, 8, 12 ans, 10 ans, je sais plus, enfin, très très jeune, il était gamin. Et il voyage toujours. Et puis il y a d'autres personnes aussi qui voyagent dans l'astral, qui vont se balader à droite, à gauche, ils vont faire des voyages, mais des véritables voyages. Ils vont voir ce qui se passe sur la planète. C'est intéressant. Moi, faudrait que j'essaie de voyager en rêve. Mais alors, si eux, ça reste tout le temps de très réaliste et qu'il n'y a jamais des choses qui en ressortent, parce que si on pense être dans un voyage astral et que d'un coup on voit des choses improbables, ça veut dire qu'on n'est plus dans le tangible alors. Non, parce qu'on peut surrajouter des formes pensées. Par exemple, on sort de notre corps, on est dans sa chambre, bon la chambre elle est comme elle est, mais en même temps on peut rajouter une forme pensée. Voilà, donc c'est assez complexe, simple à la fois, mais quand même quelque part il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc il faut faire le distinguo, quoi. D'accord, mais ça, pour moi, ça s'apparente exactement à tout ce que j'ai expérimenté en rêve. C'est pour ça. Enfin, moi, j'appelle ça rêve. Peut-être que j'ai fait des projections. Peut-être qu'en fait, je fais des projections. Mais peu importe. Peu importe. Du coup, le résultat est le même pour moi. C'est sur ce qu'on va y faire. Et là aussi, ce qui me fait croire que c'est beaucoup des rêves, c'est quand je vais parler aux gens qu'ils ont des informations sur moi. Et donc, à partir de ce moment-là, je me dis que c'est une des choses qu'on peut faire dans les rêves lucides. Il y a beaucoup d'intérêts. Les grands intérêts qu'il peut y avoir, c'est le divertissement pur. Par exemple, vu que c'est la meilleure simulation, comme on disait, qu'on puisse avoir de quelque chose, puisque c'est notre cerveau qui nous le renvoie, on va avoir des sensations et du visuel et des odorats ou même des goûts qui sont à couper le souffle et qui sont très persuadants. Et c'est très réaliste. Mais alors, ça se limite pas à ce qu'on a vécu. Parce que notre cerveau, le subconscient se donne un mal fou à rendre la chose probable, peu importe ce qui se passe. C'est d'ailleurs pour ça que dans les rêves normaux, on ne se rend souvent pas compte de ce qu'on est en train de rêver, alors que le scénario, objectivement, est décousu. On peut se retrouver à Miami, enfin on s'est endormi chez soi, on n'est pas du tout choqué 1 heure après de se retrouver à Miami avec le pape. Et ça nous dérange pas du tout. Toujours on trouve une bonne raison et on a ces pensées qui sont pas exactement les nôtres et qui sont pas très rationnelles, qui nous disent ah mais oui c'est parce que, et on trouve toujours une bonne raison. Mais quelque part c'est le fonctionnement de l'esprit, puisque les voyageurs astrales ainsi que les personnes qui font des NDE nous disaient qu'ils se transportaient en une fraction de seconde à l'autre bout de la planète. Donc quelque part on retrouve dans le rêve le fonctionnement de l'esprit. Et oui, c'est pareil. C'est la création, ça peut être de la création instantanée et tout. Et c'est intéressant aussi, c'est comment se transporter d'un endroit à un autre dans un rêve. Si on sait qu'on rêve, c'est bien beau de savoir qu'on puisse le faire, mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, parce que les rêves sont basés sur le réel. On va pas inventer une nouvelle couleur, ou souvent on arrivera toujours à appréhender quelque chose grâce à tout ce qu'on connaît dans le réel. Il y a la gravité, etc. Et donc si on veut en passer outre, il faut essayer de faire et vu que le rêve essaye de rendre les choses probables, il est très difficile de changer immédiatement tout le visuel et tout le décor autour de nous d'un claquement
inverbé. Et donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est se mettre derrière une porte et se dire, bon, derrière, il y a la Grande Muraille de Chine. Et à partir de ça, le subconscient acceptera ça beaucoup plus facilement pour faire le transport. Après, on peut y aller en volant, ça peut aller très très vite, comme vous dites, c'est le fonctionnement de l'esprit, ça. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie de la clé du mystère, toujours en compagnie de Johan Rossetto. Nous parlons du rêve lucide. Alors certains intervenants en physique quantique nous disaient qu'on rêvait pas avec le cerveau, que le rêve était à l'extérieur, comme la conscience était à l'extérieur du cerveau. Que une conscience. La conscience. Oui, la conscience, notre conscience, nous, si vous voulez, la mémoire, tout ce qui nous habite, ne réside pas dans le cerveau, elle réside dans un champ d'information. D'accord. Donc, un champ d'information. Jacqueline Bousquet, qui était physicienne, elle était doctoresse sciences, elle était directrice du CNRS, et elle a fait des recherches, elle avait repris les travaux d'Émile Pinel sur la preuve que la vie existait après la mort. Et elle disait qu'il y avait des champs H1, H2, H3, et que tout se passait dans ces champs, qu'en réalité, le corps physique n'était qu'un hologramme, et le cerveau n'était qu'un transmetteur, et un récepteur. Récepteur-transmetteur. C'est intéressant, je suis pas très familier avec ces visions, mais alors tout ce qu'on voit, de ce qu'on observe sur c'est de l'information du cerveau, c'est quand on branche un électroencéphalogramme sur un cerveau, il se passe bien quelque chose. Oui, mais c'est la réaction du cerveau, c'est la réaction. Le cerveau reçoit l'information et donc après on peut mesurer l'impact sur le cerveau, mais ça ne veut pas dire que ça se passe dans le cerveau. Voilà. Alors c'est pour ça parce que moi j'ai réfléchi beaucoup par rapport au rêve. Je me suis dit mais le rêve finalement quelque part c'est déjà une réalité, ça on le sait, mais c'est encore plus réel que ce qu'on peut penser, ce qu'on pourrait penser. Oui, bien plus. Oui. Bien plus, si je vous demande maintenant d'imaginer votre chambre à coucher de la manière la plus réaliste possible, vous allez pouvoir peut-être griffonner une image dans votre tête, mais si vous en rêvez, ça va être incomparable. Vous allez la voir, pouvoir toucher les couettes, pouvoir sentir le sol, votre torse bombé. En fait, c'est aussi précis, c'est très précis, mais tout n'est pas créé en même temps. En soi, je pense que ce qu'il y a derrière nous, par exemple, n'est pas créé dans le rêve. C'est juste au niveau du visuel et du son, n'est créé que ce qui est ce à quoi on fait attention. Si on regarde de loin, quelque chose peut avoir l'air assez réaliste, mais si on se rapproche et qu'on cherche les détails seront là. Je me suis amusé à me rapprocher d'un arbre pour regarder de très proche l'écorce, et c'est époustouflant. Ensuite, le griffer avec des petits copeaux de bois qui se sont enlevés, la lumière qui passe à travers, c'est magnifique, ça sent le bois. C'est aussi précis que ce qu'on s'attend à ce que ce le soit, mais pas tout en même temps. Mais c'est d'une puissance qui est beaucoup plus grande que notre conscient maintenant. Et c'est aussi quelque chose que j'avais couvert dans ma conférence, que j'appelais que le marin ne contrôle pas l'océan. Beaucoup de gens me disent je ne veux pas faire des rêves lucides car c'est la seule chose inconsciente et je veux pas tout contrôler. Mais c'est pas du tout un contrôle total. C'est juste une prise de conscience de l'état dans lequel on est. C'est pas une reprise des rênes absolue. Comme on disait, dans le rêve, c'est toujours le subconscient qui va créer les choses. Nous, notre pauvre conscient, n'est pas capable de créer des choses aussi détaillées en temps direct, en temps réel comme ça. C'est pas possible, mais on peut l'orienter. On l'oriente par des procédés habiles, en jouant sur les mécaniques des rêves, les attentes, les peurs, les croyances, etc. C'est vraiment très agréable. Donc donc on disait les intérêts, c'est le divertissement pur. Donc par exemple pour voler, comment faire pour voler, comment faire pour se téléporter, comment faire venir un dragon ou des boules de feu. Personnellement, je suis allé manger un arc-en-ciel et quand on disait que ça se limite pas à ce qu'on fait dans le vrai, je me suis dit mon subconscient va me donner une expérience, va me présenter une expérience qui va être convaincante. Et donc je me suis dit, je vais aller manger un arc-en-ciel, on ne sait pas quel goût ça a, mais vu que ça marche avec les croyances et les attentes, je me suis dit, c'est forcément bon, de ce que j'en pense d'un arc-en-ciel, c'est forcément bon, et j'y suis allé, et c'était délicieux. Ça pétillait, c'était aux fruits, et on obtient toujours un résultat. Pour ça, Moi, un jour, je me suis retrouvé avec 2 personnes dans un bureau, mais qui étaient aussi réelles que ce qu'on vit là en ce moment, À une personne, j'ai dit tu viens, on va, je sais pas, au restaurant, elle m'a dit non, je ne peux pas
parce que j'ai mon fils qui est à l'école et je dois aller le chercher. Il y a une réunion de parents d'élèves et elle m'a tendu un imprimé qui était censé venir de l'école. Et l'imprimé était, mais alors, je me rappelle, il était plus réel que réel. J'aurais été, je sais pas, à la mairie du coin, ou bon, ça n'aurait pas été mieux. Hein, et idem pour un autre rêve où il y avait un grand salon, et je l'ai dans la tête, je pourrais le dessiner, avec des grandes fenêtres, style un peu Versailles, il y avait des petites tables partout, et une personne m'a dit, vous voulez goûter les gâteaux, vous voulez vous asseoir? J'ai dit, oui, si vous voulez. Et j'ai goûté ces gâteaux, mais un goût, mais incroyable, même meilleur qu'à la pâtisserie du coin. Et oui, c'est convaincant et ça nous crée des nouvelles choses. Oui. Il y a plusieurs personnes que j'ai entendu dire qui disaient on rêve que de ce qu'on a vécu, mais c'est faux. Notre cerveau crée en permanence et c'est extrêmement convaincant. Et c'est carrément une ressource. Ça m'est arrivé à maintes et maintes fois. Parce que quand on est dans un rêve normal, on le prend comme une situation qu'on serait en train de vivre en ce moment. En réel, on agit comme ça. Mais quand on a la conscience qu'on est en train de rêver, du coup, on est abasourdi et émerveillé par cette puissance créatrice qu'on voit devant ses yeux. On se dit, mais c'est pas possible, d'où ça vient? Ça, on passe une porte, voilà, on trouve un salon avec des détails à n'en plus finir, autant convaincants que tout, et on voit la puissance de ça en direct, et on peut tout aller essayer. Et c'est là que c'est difficile de ne pas se réveiller, de ne pas trop être ému, parce que ça peut être un petit peu déconcertant. Alors les voyageurs de l'astral, eux disent, parce que finalement ils vivent à peu près la même chose que le rêve, les voyageurs de l'astral disent qu'ils sont simplement dans une autre dimension. Et eux, ça les étonne pas du tout. Ils sont pas du tout étonnés. Non, pas du tout. Ça m'étonnerait d'aller dans une nouvelle dimension. Oui, parce que nous, peut-être, on n'arrive pas à contrôler encore les choses. Eux, ils contrôlent. Moi, je vois Mark Auburn, il a l'air de vivre ça comme il va faire ses courses. Hein, donc, et puis il a commencé tout petit, donc voilà, ça n'étonne pas. Un jour, je lui ai dit, oui, mais vous vous rendez compte, c'est d'une banalité. Et on est dans une autre dimension, c'est tout. Et oui, mais aussi ils n'ont pas la peur du coup de se réveiller puisqu'ils estimaient dans une autre réalité stable. Ouais, voilà. Du coup, ils ne sont pas responsables de la stabilité de l'endroit. Du coup, c'est vrai que c'est peut-être rassurant aussi. Comme, c'est rassurant. Ils ont même pas envie de rentrer, hein. Eh oui, ça je comprends, mais ça c'est pareil dans les rêves, on a envie d'y rester de plus en plus longtemps. Il y a beaucoup de techniques, on apprend à rester plus longtemps, à faire des rêves plus stables, parce que des fois c'est un petit peu flou, les rêves ne sont pas tous de la même qualité, et des fois il faut se recentrer, se concentrer. C'est important d'avoir un objectif aussi. Quand je disais que les rêves s'orientent sur ce à quoi on pense, et donc si on n'a pas d'objectif, des choses qui se passent beaucoup dans les premiers rêves lucides, c'est on se rend compte qu'on rêve, on fait waouh, génial, je suis dans un rêve, je peux tout faire. Et je peux tout faire, et au final on ne sait pas quoi faire. Et il n'y a pas de pensée plus dispersante que je peux tout faire, que tout est possible, il n'y a pas plus dispersant, et du coup on a tendance à se réveiller ou à perdre un petit peu le fil. Il faut réussir à s'orienter et à se discipliner. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors vous donnez des conférences, comment réagissent les gens quand vous parlez du rêve lucide en conférence? Assez bien, j'ai fait pas beaucoup de conférences, j'en ai fait deux ou trois, et les gens réagissent assez bien, mais on voit tout de suite les gens qui accrochent tout de suite et les gens qui disqualifient complètement la pratique. Dans la conférence, vu que j'ai le temps de faire tout mon plaidoyer de A à Z et que je peux amener bien les choses en commençant par le rêve tout court, etc., jusqu'au rêve lucide, apporter les preuves scientifiques de la véracité du phénomène, etc., ça se passe beaucoup mieux. Mais c'est quand je suis amené à en parler autour de moi un petit peu à la va-vite, j'ai envie de dire, qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus fermés, et ceux qui viennent à une conférence sur les rêves lucides sont déjà ouverts. Si je puis dire, ils s'attendent à ce à quoi on va leur parler, et ils viennent pour écouter. Mais beaucoup de gens, vu qu'ils ne sont pas du tout attachés à leurs rêves, me prennent pour un illuminé ou c'est étrange quand quelque chose qui n'est pas réel. Et c'est ça, où ne voient pas l'intérêt, où beaucoup de gens ont peur, beaucoup de peur chez les gens, par exemple la peur de rester bloqué, ou la peur d'être trop fatigué, ou des peurs de déranger un processus un petit peu sacré. J'ai beaucoup vu ça, pas tant sacré dans le sens religieux, mais dans le sens oulala, c'est ma tête, il ne faut pas toucher, je vais dérégler quelque chose. Et moi, je suis complètement dans la démarche inverse. Bien sûr. Et je vis avec ma tête autant que je sois honnête avec moi-même et que j'aille voir comment ça se produit dedans, et si je peux aller bidouiller un peu dedans et rire et mieux comprendre, c'est bingo, quoi. C'est beaucoup mieux. Je suis plus vrai avec moi, je peux aller parler avec les personnages.
là là, c'est le subconscient, j'ai peur, je veux pas en entendre parler, alors que c'est nous-mêmes. Bien sûr. Oui, il faut pas rejeter une partie de nous-mêmes. Que diriez-vous aux auditeurs qui souhaiteraient pratiquer le rêve lucide? Je dirais que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on s'en dit. C'est plus un marathon qu'un sprint, enfin c'est plus une promenade qu'un sprint. Beaucoup de gens me disent « Ah, j'ai essayé ton truc, ça marche pas ». Ils ont essayé un soir ou 2 soirs. C'est quelque chose qu'il faut intimement penser qu'on va y arriver et l'intégrer doucement, parce que c'est quand même, il faut en avoir envie, et c'est plus on y pense, mieux ça marche. Et il faut vraiment se dire qu'on rêve toutes les nuits, et on n'a rien de mieux à faire la nuit que faire des rêves. Dans tous les cas, on le fait, c'est vital, et ça peut être utilisé à plein de choses. On peut se divertir, on peut aller parler aux personnages, demander des informations sur nous-mêmes. Ça peut être utilisé pour la création artistique. Quand vous parliez de ce salon, vous pourriez le redessiner maintenant. Ah oui, je l'ai devant moi. Voilà. Je l'ai devant moi. Et ben voilà, et du coup ça créerait, si vous étiez amené à le recopier, ça vous créerait une œuvre qui vient de votre subconscient. Je me rappelle l'exemple d'un peintre qui rentrait dans un musée dans son rêve lucide, il demandait à voir sa prochaine œuvre, et donc on lui présente quelque chose de son style qu'il n'a jamais vu. C'est quand même incroyable, c'est une puissance latente, une ressource non exploitée, qui n'est pas si facile que ça à exploiter, parce qu'il faut quand même avoir pas mal de self-control dans un rêve pour en faire ce qu'on veut, mais avec l'expérience, ça vient très bien. Ou alors un musicien qui tourne le bouton d'une radio pour trouver une nouvelle musique qu'il va vouloir composer. Mais du coup, directement, c'est inspiré de ça. C'est pour ça que c'est vraiment sur ces faits-là, je dirais à ceux qui veulent en faire, d'aller sur les forums pour voir ce que les gens en font. Des rêves lucides et tout ce qu'on peut en faire. Moi, j'en ai des expériences qui sont magnifiques, qui sont indescriptibles et que j'aurais jamais vécu en vrai. C'est très libérant. Ça permet d'être mieux avec soi-même. On devient un petit peu en paix avec son subconscient. Au début, on se bat un petit peu contre. Dans les rêves lucides, on se dit « Ah, je vais le mater, je vais réussir à créer ce que je veux. » Et plus ça va, plus c'est une espèce d'entente cordiale et une complicité qui se crée avec son subconscient pour créer ensemble et pour faire quelque chose ensemble plutôt que essayer de mater l'autre. Bien sûr. Et ça peut amener des choses merveilleuses parce que ça peut être des cercles vertueux. Quand on voit quelque chose de beau, du coup, vu que le rêve s'oriente vers ce à quoi on pense, ça devient encore plus beau. On trouve ça encore plus beau et ainsi de suite et on devient... ça nous donne des spectacles époustouflants par moment. Donc ce que je conseillerais aux gens, c'est de regarder ce qu'on peut y faire, d'imaginer eux-mêmes qu'est-ce qu'ils en feraient, réaliser que c'est gratuit, que c'est à la portée de tous, que c'est prouvé scientifiquement, que tout le monde peut en faire, que c'est pas si compliqué et que ça a beaucoup d'applications. Que sur Internet, il y a énormément de ressources, de plus en plus, et des techniques qui sont fiables et ça peut venir assez vite. En moins d'un mois, on fait son rêve lucide. Mais il faut intégrer ça dans sa routine. Noter ses rêves, penser à faire des tests pendant la journée, parce que j'avais pas fini là sur comment faire des rêves lucides, mais intégrer un petit peu dans sa routine tous les éléments qui font qu'on peut en faire. Ça prend vraiment peu de temps, mais quand on en parle, ça prend beaucoup plus de temps à en parler que à le faire. Il faut que ce soit un plaisir. Un petit plaisir le matin de se dire au lieu que je vais me coucher, je me réveille, c'est le blackout et il s'est rien passé, j'ai une petite histoire en plus. Même si c'est un cauchemar ou quelque chose, moi ma philosophie dessus c'est plus de vie, c'est plus de temps de vie, plus de choses vécues et en plus c'est un message, ça vient de nous, nous-mêmes qui nous le créons à notre attention. Donc autant le regarder et essayer d'en tirer un profit maximal. C'est pas difficile. Beaucoup de gens se découragent et c'est facile de le laisser sortir parce que que ça nous sort de la tête cette pratique des rêves lucides parce que c'est quelque chose de justement non tangible et qu'on peut vite oublier si on n'y fait plus attention. On se fait facilement rattraper par les choses de la vie, mais ça amène beaucoup de bénéfices. Ça peut rendre content quand on fait un beau rêve lucide pendant toute la journée ou même le jour d'après. On est énergisé, on est content comme après une superbe journée qu'on aurait passée, je sais pas, avec sa bien-aimée ou que sais-je. Et donc c'est vraiment une pratique que je recommande et je vois pas comment en fait on ne peut pas avoir envie d'en faire. Je me dis quand les gens ne sont pas emballés, c'est que j'ai mal expliqué. Il y a un truc que j'ai raté. Parce que c'est accessible à tous et c'est tout bénef. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter qu'on aurait oublié? Je pourrais dire, alors on va parler de ressources. En français, allez sur attrapesonge.com. Ils ont un guide très bien fait, qui est très complet, un grand PDF, et où il y a toutes les techniques, un petit peu l'historique des rêves lucides, les acronymes, etc. Et sur comment en faire. Voir que c'est pas difficile, et que si vous voulez commencez par vous acheter un carnet et vous rappeler de vos rêves. Et rien qu'avec ça, ça devrait commencer à venir, et après regarder des techniques, et ça sera très bien.
Vous personnellement, est-ce que vous avez un site internet? Je n'ai pas de site internet, Non. j'ai un Facebook. groupe Facebook Mhm. qui s'appelle La Croisée des Rêves. Et sur YouTube, j'ai ma vidéo d'une conférence et une vidéo d'une interview à la radio. Et voilà, je les recommande vivement, beaucoup d'informations dedans. D'accord. Merci Johan Rossetto et bon rêve lucide en tout cas. Merci, faites de beaux rêves. À bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.